avec Ethical Coffee et le Vacherin fribourgeois à Aubon. Allô ? Premier étage. Ouais, j'arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame. En fait, je sais pas. Jean-Pierre Brouillot, aveugle, fugueur, écrivain et Vous êtes Cyril ? Ouais, c'est Cyril. Enchanté. crapaud fou. Bienvenue. Merci, merci, c'est gentil. Voilà, écoutez, c'est pas... c'est chez ma compagne, parce que mon pied-à-terre, moi, c'est en Ardèche, dans le sud, dans un petit village qui s'appelle La Boule. Donc là, on est chez ma compagne, Eva, à Villefranche-sur-Saône. Et voilà, c'est notre... Bel appartement. Oui, bel Avec du espace. bois partout. Ouais. On s'y sent... Enfin, moi, je m'y sens extrêmement bien. C'est vaste. Il y a des plafonds très hauts. Vous entendez, quand je fais clic comme ça, en écolocalisation, on arrive à déceler que c'est très haut. Bon, vous aimeriez boire un café ? Alors, volontiers, ouais. D'accord, bon, on va faire ça. Je vais faire un petit café. J'ai même pensé à acheter des petits gâteaux. Je me suis dit que... D'accord. Vous arrivez à vous repérer facilement ? Oui, alors c'est juste que ma compagne, elle n'a pas tout à fait capté ou réalisé qu'elle vivait avec un aveugle. Je sais pas, ça va peut-être lui prendre beaucoup de temps, ou elle le réalisera peut-être jamais finalement. Donc elle me laisse de temps en temps des tiroirs, des portes de placard ouverts. Qu'est-ce qu'elle me fait de bon comme ça ? Mais c'est bien, hein, c'est l'inconfort, ça permet de développer plus d'attention. Et puis, qu'est-ce qu'elle me fait d'autre ? C'est plus compliqué pour faire la cuisine ici, parce qu'elle change un peu toujours les choses. Voilà, donc je me sens un peu plus hésitant quand je fais des choses. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous proposer de manger au restaurant. Je ne me suis pas lancé dans faire la cuisine. Ce sera plus simple, oui, aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Ah oui, il faut que je mette de l'eau là-dedans, dans la machine à café, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ouais, Le vous voulez un coup de main ? Non, je vais peut-être vous demander pour les petits boutons, mais je vais chercher de l'eau avant. D'accord. Je suis près de vous parce que je vous enregistre. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que je me... Mais c'est vrai que c'est visuel et toutes ces machines là, c'est complètement digital. Et je crois qu'il y a un de ces boutons là pour une tasse. Je crois savoir où il est, mais je voudrais pas faire de. J'avais repéré la courbure là, et après glisser avec le doigt. Check. Il y a tout plein de boutons. Il y a une... Ah oui, oui, oui. On dirait des petits cœurs, mais en fait, c'est des dessins de tasses. Ouais, alors une tasse, je fais, ouais. Ouais, c'est très bien. On va se mettre au bord de la table, là. Comme vous voulez, mais je vous proposais de vous mettre là si vous Ouais, vouliez. très bien. Ok, on commence ? Oui, un peu. Crapaud fou, Cyril Desprats, Didier Rossa, Chloé Gagliardini et Nathalie Schauenberg. À la saison des amours, tous les crapauds se rendent dans les lieux prévus pour la reproduction. Or, aujourd'hui, ces lieux prévus sont barrés par des routes et la plupart de ces crapauds, en traversant la route, se font écraser. Les éthologues ont remarqué que dans chaque colonie de crapauds, il y avait un crapaud fou. Un crapaud qui ne prenait pas le même chemin que ses congénères, mais partait totalement en sens inverse. On peut se demander si lui, et lui seul, n'est pas celui qui sauvegarde l'espèce. Très jolie histoire de batracien. Ce que j'en pense, si je regarde mon passé, bon déjà deux choses. C'est vous qui voyez, moi je suis aveugle, donc c'est vous qui pouvez me dire si je suis un crapaud ou pas. Moi je sais pas, quand je me touche, je n'ai pas l'impression d'être un crapaud. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Vous êtes un homme fin, vous avez une 50 et quelques années, vous avez, comme moi, plus énormément de cheveux sur le haut du crâne, Vous êtes gentil. et vous avez des très beaux yeux. Oui, je les ai fait faire ces yeux-là, récemment d'ailleurs. Ils sont clairs, Ils sont très clairs, ouais. Ouais. et donc vous avez un beau regard. Mhm. Merci pour l'artiste. Donc pour revenir au crapaud, si je regarde mon parcours de vie, que je dois pas être un crapaud fou parce que comme j'ai beaucoup aimé les femmes, je pense que les crapodes, je sais pas si ça se dit, m'auraient plutôt attiré. Donc je pense que j'aurais pris le risque de traverser la route. Bon, j'aurais peut-être surveillé pour voir s'il n'y avait pas de voiture. Mais
Je serais plutôt allé vers le marais où il y avait l'appel. Il y a une autre théorie que j'aime bien, là, qui me vient, c'est l'histoire plutôt des écureuils qui planquent les glands qu'ils veulent conserver pour l'hiver. Et très souvent, ils en oublient, ou ils ne se rappellent plus, ils les ont mis, et ceci et cela. Et il y a une théorie, on va dire ça, qui dit qu'effectivement, la forêt de chênes se serait déplacée comme ça d'Iran ou d'Asie vers l'Europe, parce que des écureuils ont oublié de manger tous les glands qu'ils avaient plantés au pied des arbres. Et peu à peu, la forêt, elle a évolué comme ça, s'est déplacée. Avec les écureuils. Avec les écureuils, mais à leur insu. C'est vrai que j'aime plus la notion de à notre insu, parce que je trouve que les choses se font très souvent sans qu'on en soit vraiment conscient. Je me considère comme ayant des yeux qui ne voient pas, mais je ne me considère pas comme aveugle en soi. C'est mon corps qui ne voit pas. C'est une notion un peu différente. Mais je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas des fois. Un aveugle, par définition, c'est un homme qui n'a pas d'horizon. Et moi, je m'aperçois que malgré moi, encore aujourd'hui, j'ai des représentations d'horizon. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, j'ai des représentations qui me viennent. Je dois capter une sensation, et puis d'un seul coup, sur la sensation, je mets une image, mais qui est complètement farfelue et subjective. Donc je me dis que je marche encore avec un horizon, ce qui est complètement aberrant. Donc c'est déjà même difficile d'être aveugle dans ce sens-là. Est-ce que ça tient au fait que, alors vous avez perdu un premier œil très jeune, à l'âge de quelques mois, le second c'était beaucoup plus tard, donc vous avez eu l'expérience de la vision? Totalement. Hein. J'ai une très bonne mémorisation des couleurs. Bon, en tout cas, c'est ce que je me raconte, moi, dans mon histoire. Peut-être que si on me les montrait autrement aujourd'hui, je réaliserais qu'il y a un décalage. Mais l'ère de la vision est chez moi très dominant. C'est-à-dire que il y a de la couleur qui me vient quand j'écoute de la musique, ou même des fois quand les mots me viennent en couleur. Quoi, par exemple? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Les lettres, comme dans le fameux poème d'Arthur Rimbaud, les voyelles, me viennent en couleur. Le i est rouge chez moi, comme le feu, comme le désir, par exemple. C'est quelque chose de rubescent, de ardent, incandescent. Les autres lettres? Le R est vert, vert comme une prairie. C'est magnifique d'ailleurs le mot prairie. Il y a le P qui est doré, les R qui sont verts, mais un vert de printemps, un vert foyé par la lumière et puis par l'émergence de la vie printanière. Et les I sont rouges, donc c'est le mot prairie, par exemple, il est enchanteur. Il faut que je fasse un peu attention parce que des fois je me fais vraiment enchanter, ouais, c'était le mot, par la couleur des mots. Oui. Vous avez eu ces problèmes de santé, de vision, et très tôt, vous avez décidé de partir. Vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, mais ce voyage-là, il a commencé par le fait de s'enfuir de quelque part. Je suis parti pas librement en fait, par réaction, c'est-à-dire que une première fugue, j'avais 14 ans et demi, quand je voyais la vie que les cadres, les a priori des autres, et la société allait me proposer, je me suis enfoui, ouais. Enfui, c'est ça. Enfoui, peut-être aussi enfoui en fait, effectivement. J'ai disparu en tout cas, et du regard de mes parents et du regard des gens qui voulaient être bienveillants à mon égard, c'est-à-dire qui voulaient m'éduquer, et je suis parti très tôt en fait. Vous êtes parti où? Au départ, je suis parti vers Paris. Je suis parti... en fait, j'avais un fil. Je crois que ce qui m'aimantait à l'époque, c'était ce qu'on appelait à l'époque la Beat Generation, le phénomène hippie, la route, une autre manière d'être. Ça transpirait, c'est venu à moi à travers le transistor qui a été la radio pour moi. C'est quelque chose de fondamental, la radio. Elle m'a surtout permis de vivre la vie, la forme de la vie que j'ai choisie aujourd'hui,
C'est-à-dire que j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout... il n'y avait pas de livres chez moi, par exemple. On vivait dans une semi-ferme. Mes parents travaillaient beaucoup. Des gens très pragmatiques. J'ai écouté la radio et j'ai découvert des émissions qui ont été pour moi constructives. C'est à savoir à l'époque Campus sur Europe numéro 1, qui était animé par un certain Michel Lancelot, qui avait écrit Je veux regarder Dieu en face, il a écrit plusieurs ouvrages. Il a fait aussi des expériences de LSD avec à l'époque des électrodes de partout pour mesurer un peu les ondes de son cerveau, comment il réagissait. Enfin, c'était très très novateur. Et il parlait beaucoup de tout ce qui était très novateur en France, une autre manière d'être, la méditation, l'homosexualité qui était absolument pas abordée à l'époque. On est dans les années 69, 70 et la Californie. Et des gens qui aspiraient à vivre autrement en communauté et tout ça. Et ça m'a... Je pense que si j'avais pas eu ça, j'aurais eu totalement une autre vie. Et je devrais pas dire ça parce que j'en ai pas la preuve, mais je pense que j'aurais pas survécu, quoi. Ça a été vraiment mon oasis, mon espérance. Mon espérance a pris cette forme-là. Ailleurs, il y a des gens qui aspirent à vivre autrement. Donc j'allais beaucoup à Paris en espérant rencontrer des gens et tout. Et c'est vrai que j'ai fini par... je me faisais souvent rattraper par la police qui me ramenait chez mes parents, mais je refuguais. J'étais un peu comme la chèvre de Monsieur Séguin. Voilà, j'étais à peine rentré que je m'évadais de nouveau. Et j'ai fini par rencontrer des gens qui vivaient en communauté. Et puis après, je suis parti à Amsterdam, puis après, je suis parti sur les chemins de Katmandou. Et puis mes parents ont fini par me donner un papier pour une émancipation très jeune, quoi. Que vous me dites j'aurais pas survécu, ça veut dire quoi concrètement? J'étais très très catastrophé. Je voyais la cécité comme un désastre, quoi. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup courir, qui aimait jouer avec les copains au ballon. J'étais quelqu'un de très très physique. Et puis j'étais en train de réaliser que comme je voulais pas faire face à ce qui se passait, je commençais à me réfugier beaucoup plus dans ma tête, dans la réflexion, mais je commençais à quitter, je dirais, le monde corporel pour me réfugier dans des rêves et tout ça. Et heureusement que j'ai rencontré la route qui m'a remis justement concrètement dans... J'ai vécu quand même des périodes où il fallait survivre, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à mendier dans les rues pour manger. Donc là, la manière dont je me suis créé ma vie m'a mis un petit peu en danger quelquefois. Et là, j'ai été obligé d'avoir des actes de survie, ce qui fait que ça m'a vraiment fait sortir de mes rêves et ça m'a mis en prise directe avec le réel du quotidien, quoi. Quand vous dites survie, c'est de la vraie survie. C'est pas simplement manger. Vous avez été confronté à des dangers de mort à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, parce que je vivais à la rue, hein, et je vivais à la rue à l'époque, notamment à Amsterdam. J'ai été agressé plusieurs fois, voire à Paris. Et oui, mais c'est inévitable quand on vit d'une manière aussi. Enfin, je sais pas. Je pense que ça arrive à tous les gens qui vivent dehors comme ça, sans. Vous n'aviez pas peur? Alors, la peur, ça m'a semblé assez rapidement une des choses sur lesquelles on devait travailler, parce que l'être humain, ma conception de l'être humain, c'est que l'être humain, il n'arrive pas abouti, quoi. On lui donne des clés sociétales, éducatives et tout, mais on a aussi un gros trousseau de clés qui me semble être inné, il me semble. Et avec lequel il faut travailler. Et j'ai très rapidement vu que la peur paralyse et empêche d'aller de l'avant, et surtout colore tout, quoi. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à être dans la vraie vie, on est toujours en retenue. Et donc la peur, il faut la traverser. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, mais voilà mon adolescent préféré, Balthazar, le fils de ma compagne Eva. Tu as fini les cours? Oui. Eh bien, tu les finis bien court, bientôt. Non, c'est midi, c'est vrai. Tu vas manger là? Ouais. D'accord. Mais je te présente Cyril. Bonjour, ça va? Ouais, ça va.
Je crois qu'il a pas envie d'être très bavard. Bon, vous l'êtes déjà, vous, pas mal, hein? Oui, c'est doit être une compensation en fait de pas voir. C'est pas l'avion de Paris? Vient de Paris. Et justement, tu n'as pas de nouvelles de ton frère? À chaque fois que je vois ces oiseaux de métal déchirer le ciel, je repense à mon grand frère et son rêve occidental. Tous les soirs il nous lisait les lettres venues de la tour Eiffel, de son pote Moussa, parti pour aller faire une fac de lettres. Il disait qu'il était riche, qu'en France l'argent pousse sur le sol. Là-bas on te soigne gratuitement et même les pauvres vont à l'école. Il faisait rêver mon frère, lui qui voulait d'un autre avenir. J'ai perdu mon plus gros repère quand j'ai entendu mes parents lui dire: pourquoi tu quittes la maison, merveilleuse au monde l'essentiel? Pourquoi tu quittes la maison, ne crois pas que tout est mieux là-bas. Tout le monde te demande qu'on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Laisse-moi tes parents, l'avenir du pays. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Depuis qu'il nous a quittés toutes les nuits, on vit les yeux ouverts. Depuis qu'il nous a laissés tous les jours, on attend une petite lettre. Laissez à la peut-être manger, ne savait peut-être pas nager. Le cœur nous a lâchés quand son petit frère est venu nous dire: papa, je quitte la maison, là-bas les hommes utilisent leur zèle. Maman, je quitte la maison, ne pleure pas, ton fils va vivre ses rêves. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Ne nous quitte pas, on a besoin de toi. Laisse-moi tes parents, l'avenir du pays. Tout le monde te demande, on a besoin de toi. Alors Madame Crapaud, elle, est différente. Et eux aussi, ça les rend différents. Et donc, ils vont pas dans le sens du troupeau de crapauds jusqu'à la mare au crapaud, ils vont dans l'autre sens. Pour trouver la plus belle des bizarres Madame Crapaud. Maman, je suis de retour. Là-bas, je croyais faire mon envol. Après l'école, je taffais au black. Non, l'argent ne bouge pas sur le sol. Y'a qu'au football là-bas qu'on ne regarde pas la couleur de peau. Au pays de la liberté, y'a un berger et un troupeau. J'ai vu aussi mon grand frère. Il vit avec Moussa loin de la tour Eiffel. Ils ont stoppé la fac de lettres pour remplir l'assiette. Loin du soleil africain, tous les matins sur le marché, les larmes aux yeux, il se souvient quand vous lui disiez: pourquoi tu quittes la maison, merveilleuse au monde l'essentiel? Pourquoi tu quittes la maison, ne crois pas que tout est mieux là-bas. Tout le monde. Crapaud fou avec Cyril Desprats. Jean-Pierre Brouillot, vous partiez seul? Alors, je suis parti quelques fois seul, mais tout seul, c'est rare. J'en fais dans ma campagne, parce que j'habite dans un petit village perdu d'Ardèche. Et pour rejoindre l'autobus qui m'amènera vers la vallée du Rhône, où il y a le premier train, à 1h30 de la maison, soit des amis me descendent dans la première petite ville qui s'appelle l'Argentière, ou soit je pars en autostop. Mais ça, je peux le faire dans la campagne, parce qu'il y a extrêmement peu de voitures et il n'y a pas de bruit. Et la deuxième chose, si j'ai pu passer plus de 15 ans de ma vie à voyager autour du monde et aller sur tous les continents, c'est parce que les gens m'ont aidé. Je veux dire, si j'avais pas rencontré toutes ces mains qui m'ont mis sur la route, et ces gens qui m'ont prêté leurs yeux, et aussi, ne pas l'oublier, tous ces gens qui m'ont nourri. Je veux dire, j'ai passé un pays dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hélas, un pays que j'ai beaucoup aimé, c'était la Syrie notamment. Et j'ai passé, tout le temps que j'ai passé en Syrie, j'ai jamais dormi à l'hôtel. De toute façon, j'avais pas les moyens. J'ai toujours été invité par les gens, nourri par les gens.
J'ai partagé le quotidien des gens. Et ça a été beaucoup dans les pays musulmans, mais aussi beaucoup en Afrique noire, quoi. Vous, c'était de partir ou c'était de vous mettre en danger qui vous attirait? C'était de fuir, je crois, au départ. C'était de fuir et c'était... Fuir quoi? Me fuir moi. J'étais dans cette illusion-là à l'époque. Probablement fuir la cécité. Enfin, c'est complètement ridicule, mais bon, moi j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et j'avais pas de réponse. J'avais mal et je me racontais rien, mais je pensais qu'ailleurs ça allait me mettre mieux, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que un jour je me suis retrouvé sur une plage déserte avec 2 amis dans un coin où il n'y avait pas un touriste au Kenya. Et c'était vraiment un lieu extraordinaire. On avait planté nos hamacs sous les cocotiers. Il y avait un village pas loin, on allait chercher à manger, on cuisinait nous-mêmes dehors. C'était un endroit extraordinaire. La mer était avec une barrière de corail, donc on pouvait se baigner, protéger des grosses vagues. C'était magnifique. Et j'ai eu une déprime, mais j'ai été complètement rejoint par le blues, quoi. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais effectivement, dans la vie, il n'y a pas de circonstances favorables, quoi. Où que tu ailles, tu te trimbales partout. Donc, où que tu sois, même si c'est un endroit magique qui correspond à un idéal, c'est pas pour ça que tu seras bien. Donc, c'est ce jour-là où j'ai compris qu'il fallait peut-être tordre le cou à cette connerie, de croire qu'il existait des circonstances favorables dans la vie qui feraient que je serais heureux. Peut-être même tendre le cou à l'idée de bonheur. Voilà. Vous aviez quel âge? Malheureux. Là, à ce moment-là, ça faisait 4-5 ans que j'étais malheureux sur les routes du monde. J'avais déjà beaucoup voyagé, mais j'anesthésiais un peu ma lucidité avec notamment les drogues, le LSD et toutes ces choses-là. Oui. Parce qu'en fait, comme j'avais pas d'hallucinations visuelles, j'avais des hallucinations sensitives, sensorielles. Donc j'ai beaucoup pris le LSD, je pense, pour le délire, comme ça, pour entrer dans une autre dimension. C'était où ça? Au départ, à Paris, puis après beaucoup dans Amsterdam, à Londres, et puis sur la route des Indes, parce qu'on traficotait tous, on se baladait tous avec des buvards planqués dans nos semelles de chaussures à l'époque. Voilà, on avait tous nos petites pilules magiques qu'on s'échangeait. Il y avait le voyage, il y avait les drogues, mais pour survivre, c'était pas facile, Jean-Pierre Bouillot. Et donc, vous viviez aussi de trafic, de vol. Oui, absolument. Bon, moi, une des choses que j'aimais beaucoup, c'était arnaquer les banques. Ça me plaisait beaucoup. Falsifier les papiers à l'époque, c'était très facile. Se balader avec des faux passeports, des fausses cartes d'identité, et puis emprunter de l'argent, enfin, créer des chèques de voyage chez, comment ils s'appelaient, nos grands copains là, à l'époque, là. American Express, par exemple, et puis les déclarer perdus, et puis aller les changer dans d'autres pays. Ouais, on a beaucoup fait ça. Je suis responsable de ce que j'ai fait. Hein. Notamment à Genève, tiens, je me rappelle de ça. Avoir changé une somme d'argent assez conséquente quand même à la gare de Genève. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu des vols aussi, hein, que vous étiez en Inde notamment, vous alliez piquer des... Ah, oui. Oui, à Katmandou, on n'avait pas de sous parce qu'on n'avait plus de visa, on n'avait plus rien. Donc quand on a vu qu'il y avait quelques touristes qui arrivaient, il y en avait très peu, et on a commencé à voler des choses qui les intéressaient, les premiers vêtements, les premières vestes tibétaines, des statues qu'on revendait aux touristes. Puis on avait aussi une combine à Katmandou moi j'étais extrêmement folklorique. Je m'habillais avec des robes, des bagues, des clochettes, pieds nus souvent, ou avec des bottes tibétaines en feutre avec plein de couleurs. Et on se faisait prendre en photo par les touristes. Et on leur demandait $1, ce qui était... Ils se rendaient vraiment pas compte ce que c'était $1. Nous, on vivait 2 jours avec $1. Avec ça, on pouvait manger 2 jours dans les petits restaurants
payer notre piole, parce qu'on dormait dans une piole un peu sordide avec une paillasse par terre, et puis se payer de quoi fumer, parce qu'on avait quand même besoin de fumer nos chilums et nos joints à l'époque. Donc avec $1, c'était confortable, oui. Et en fait, vous arriviez relativement facilement à abuser les gens par le fait que vous étiez aveugle. Ah, je vois. Ben, j'ai réussi à me servir de... Oui, non, c'est extraordinaire, oui. Un jour, j'étais arrêté comme ça par... Il y avait les coups de poing Poniatowski en France. Ça consistait, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait mis une politique en place un peu musclée. Et ils arrêtaient les voitures comme ça, souvent avec des jeunes. Et ils encerclaient la voiture et ils ouvraient les 4 portières quand on était arrêté, avec les 4 portières en même temps, ils nous demandaient de sortir. Et un jour, je venais de récupérer 1,5 kg ou quelque chose comme ça de hashish auprès de mon dealer. C'était en banlieue parisienne, c'était en l'hiver, donc il faisait nuit à 20h. Et on a été, on redémarre, là, quand on récupère la cam, et aussitôt on est arrêté par les flics et ils entourent la voiture. Et moi, si je descendais, là, c'était terrible parce que j'avais 1,5 kg de hashish de très très mal dissimulé sur moi. C'est gros quand même, mine de rien. Si je me levais, tout tombait, quoi. Et je sais pas, j'étais complètement désemparé. J'ai dit aux flics qui étaient à côté de moi que j'étais un pauvre handicapé et que les jeunes qui étaient avec moi, ils abusaient un peu de moi dans le sens où c'est moi qui avais payé la voiture pour monter à Paris, qu'on venait de la province. Et en fait, je venais tirer et ils m'amenaient voir les putes parce que comme j'étais un pauvre aveugle, j'avais aucune chance de rencontrer une femme. Enfin, je vais raconter une histoire à faire pleurer, en tout cas, de cet homme. Et à ce moment-là, il a dit à ses copains, arrêtez les gars, il n'y a pas de problème. Il y a un monsieur handicapé devant. Et ils nous ont laissé remonter, ils ont regardé juste nos papiers et je suis pas descendu, on est parti. Et je me souviens que quand on a démarré, mon copain, il n'arrivait plus à conduire. Il y avait le volant qui partait dans tous les sens, quoi. Pourquoi ? Parce que il a réalisé qu'on avait échappé au pire, quoi. Moi, j'avais 1,5 kg de hashish. Il y avait un type avec nous qui avait de l'héroïne. Moi, j'ai jamais touché à ces choses-là. J'ai jamais voulu trafiquer l'héroïne. Mais bon, il y avait un gars avec nous et il y avait un type qui était armé avec nous aussi. Donc, je crois que là, on aurait eu vraiment une vie assez inconfortable sous les barreaux, probablement. Ouais. Voilà, donc ça m'a servi, ouais, effectivement. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, justement, dans ces moments-là où il faut, j'imagine, réfléchir très vite, faire preuve de beaucoup d'imagination. Si on reste dans la norme, on est foutu. Moi, je suis fasciné, mais je le reste, depuis que je suis petit, par toutes les évasions. Et je lis des bouquins d'évasion parce que s'évader, ça veut dire observer. Et puis croire, et puis savoir même, qu'il y a toujours une issue, quoi. Et c'est vrai que quelles que soient les situations dans ma vie que j'ai rencontrées, il y a pu avoir une panique pendant quelques secondes, mais il y a quelque chose en moi qui se pose, qui se tranquillise et qui sait qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir advenir, qui va pouvoir me sortir de cette situation. Ça m'est arrivé, par exemple, en étant braqué par des fous furieux avec des couteaux. Je suis absolument pas rentré dans leur jeu, mais absolument pas du tout. J'étais totalement détendu, j'ai refusé de leur donner mon argent et mes papiers. Et le type, il a été tellement confronté à ma non-collaboration, à ce qu'il n'était pas lui dominant et moi dominé. Je ne suis pas rentré dans cette relation-là. Et je pense qu'effectivement, comment on se positionne dans une situation, ça va tout changer. Donc là, ils se sont retrouvés face à quelqu'un qui était complètement tranquille, vide, sans savoir où j'allais. Mais en tout cas, ça leur a fait peur, ils sont partis. Mais voilà, ça j'en suis pas fier non plus. Ça s'est imposé à moi. Je suis convaincu qu'il y a une solution que je ne peux pas connaître. Parce que si je la connaissais, je projetterais mon monde connu sur l'inconnu qu'est l'avenir. Donc je me mets en état... ma manière de faire face à une situation comme ça, c'est d'admettre ma totale ignorance. Et de laisser rentrer le nouveau. Et en essayant même de... Enfin, c'est pas en essayant, c'est que... Il faut même pas qu'il y ait de l'espoir là-dedans. Il faut juste être là, quoi, présent. Vous réfléchissez ? Non, très peu. Non, il faut pas, justement. C'est pas de cet ordre-là. C'est évidemment qu'au début, je réfléchis et quand je réfléchis, j'ai peur parce que la réflexion elle baigne dans une saumure de trouille parce qu'on veut s'en sortir.
Et quand on veut s'en sortir, c'est qu'on a peur. Non, il faut trouver une tranquillité. Mais j'ai pas de recette pour ça. Hein. C'est pour ça que je sais pas du tout si dans 5 minutes je me fais braquer dans la rue, si je répondrai de la même manière à la situation. Mais ça s'est produit plusieurs fois dans ma vie, ça. Depuis l'âge de 16 ans, vous avez fugué, vous avez visité à peu près tous les pays du monde et notamment, vous avez été orpailleur en Amérique du Sud. C'était où? C'était dans la région du Madre de Dios. C'est un fleuve qui est sur les 3 frontières, Pérou, Brésil, Bolivie. Et là, j'ai passé 2 mois en forêt profonde, oui, avec les orpailleurs. Mais c'était une région, on savait même pas dans quel pays on était, parce qu'on a passé clandestinement à travers la forêt, sans se faire repérer par les douanes. Et là, j'ai vécu avec des gens hors la loi pendant 2 mois. C'était pas évident de se faire accepter, notamment en tant qu'aveugle. Dans la forêt, il n'y a rien de plus compliqué quand on ne voit pas, c'est quand même très particulier, quoi. Là, il n'y a plus du tout de repères possibles, quoi. Déjà qu'on s'est perdu avec les copains, le premier jour, on s'est perdu entre 2 endroits. Bon, c'est très marécageux tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais on voit un petit peu à quelques mètres devant soi, quoi. On n'a pas besoin d'évoluer à la machette. Et on a vécu dans un camp. Il y avait le patron du camp d'orpailleurs, c'était vraiment un truc complètement hors la loi. Lui, il était recherché par 2 pays, je ne sais plus lesquels, je confonds sur les 3 pays. Et il avait fait des choses très... Mais les flics venaient jamais jusque-là, ni les militaires, parce que c'était une bande de fous furieux qui gardaient l'endroit, quoi. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Et on était quand même, au minimum, on était à 3 jours de pirogue du premier petit village. Je parle de pirogue. Hein. À pied, c'était encore autre chose, quoi. Et là, il n'y avait rien. Hein. Il y avait 2 cabanes, 4 poteaux avec un toit de chaume. Et puis là-dessous, on accrochait les hamacs pour dormir, quoi. Tout le monde vivait là ensemble. Et il y avait un type qui préparait à manger. Il avait une sorte de petit resto local. Et puis, il y avait l'endroit aussi où on pesait l'or et où les gens pouvaient acheter... c'est une sorte d'épicerie sur pilotis où les gens pouvaient acheter des produits de première nécessité, à savoir le mercure, des bottes, des machettes, des cartouches, et c'est tout. Et vous avez trouvé de l'or? Ouais, enfin on en a trouvé, mais on était très très feignants, donc on était avec les chercheurs d'or, on a un peu travaillé avec eux, mais en fait très très peu. Vraiment, physiquement, on a travaillé très très peu. C'était extrêmement harassant. Et on s'est débrouillé autrement, par des petits trafics, justement. On allait des fois, on redescendait, on est redescendu... non, on a amené de la montagne et de la ville, on avait amené des bottes, on avait amené du matériel qu'on a négocié sur place pour pouvoir manger, quoi. Puis on a un peu appris à chasser avec des gens. Donc on est resté un peu dans la survie, avec nos kilos de pâtes de riz qu'on avait amenés avec nous. Donc on a vécu un peu en mangeant du singe, et puis quelques fruits qu'on connaissait à l'époque, qu'on nous avait montrés. Et comment vous faisiez pour vous déplacer? En forêt? Avec les copains. C'est-à-dire que vous les teniez par l'épaule? Ça dépendait. Quand il y avait des endroits très 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 serrés, où de temps en temps on était quand même obligé d'utiliser la machette et tout ça, parfois, pas trop, parce que c'était là en montagne. J'ai vécu aussi dans la forêt aussi plus dense, dans d'autres régions du monde. La technique, c'est que quand je marche avec quelqu'un, que c'est très étroit comme ça, je prends un bâton, et la personne tient le bâton, un bout du bâton dans sa main droite, et moi je tiens l'autre extrémité à 1,50 m derrière, dans ma main droite. Et je la suis comme ça, la personne. Et vous arrivez à marcher relativement rapidement? Normalement, oui. Oui. Si j'ai quelqu'un qui est complètement... qui est bien... Vous savez, si quelqu'un est très à l'aise avec lui-même et qu'il est à l'aise en guidant un aveugle... Moi, je vois avec ma fille, là, on a marché en forêt profonde, là, au Cambodge, l'été dernier. On marche absolument comme tout le monde. C'est les crapauds ou les grenouilles? Soyons précis. J'aimerais bien rencontrer un crapaud à part ça. En allant faire un footing. Un petit crapaud bien glissant.
Crapaud Fou, l'émission de Cyril Desprats, on la retrouve dans quelques instants, juste le temps de vous donner une information routière. Infotrafic RTS. Si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Lausanne, soyez prudents car des objets sont signalés entre Chèvres et Belmont en direction de Lausanne. Jean-Pierre Brouillot, aveugle, fugueur, écrivain et Crapaud Fou. Donc voilà, ça s'appelle une canne blanche. Et comment on fait pour l'utiliser? En fait, on la tient, vous êtes droitier? Oui. D'accord. On la tient avec la main droite. Là, pour le moment, vous me regardez, ça va? Oui. Ok. Donc l'idée, que je ne fais pas vraiment moi, mais l'idée de protection qu'on nous enseigne toujours, c'est d'avancer la canne à gauche quand on a le pied à droite comme ça, et le contraire, quand le pied gauche avance, de mettre la canne un peu à droite, comme ça permet de balayer beaucoup plus devant soi et de se protéger. Bon, on va essayer dans la rue. Hein. Ok. Après, on verra. Et est-ce qu'il faut que je mette des lunettes à soleil par-dessus ou pas? Bon, je sais pas. Ça, c'est un peu... Moi, je vois rien, mais il fait pas nuit. Oui, non, mais ça, il ne peut pas faire nuit, c'est pas possible. D'accord. Quasiment. Donc, on est tous les deux aveugles, d'accord? Donc là, je vais quand même vous aider pour sortir parce qu'il y a un paillasson. Et j'ai pas envie... Baba, je te laisse fermer la porte? Ok, merci. Je vais me permettre de vous prendre la canne pour descendre. Vous allez descendre sans canne parce que c'est plutôt un embarras. Et vous allez tenir avec votre main droite, il y a la rampe là. Et je reste devant vous dans l'escalier parce que j'ai pas envie de vous entendre chuter. Donc vous descendez tranquillement en tenant bien la rampe. Ça tourne. Hein. Ne marchez pas trop près non plus de la rampe parce que l'escalier il est plus étroit. En étant à 30 cm, c'est bien. Ouais, on arrive là sur un tout petit palier, tout petit. D'accord? Vous glissez le pied et vous rencontrez l'escalier qui descend encore. Voilà. Je vois si la porte est ouverte. Est-ce que vous sentez qu'on passe... on a passé un seuil? Vous entendez au niveau du son, là, c'est pas la même... le son ne se répercute pas du tout de la même manière. Alors voilà, là je vais vous laisser la canne, je vais ouvrir la porte et vous allez voir, on va plus être dans la même configuration. C'est un peu plus compliqué parce que dès qu'on arrive dehors, on a moins d'écolocalisation. Attendez, j'ouvre la porte vers vous, j'ai pas le choix. Et je vais vous laisser sortir, mais je vais passer devant vous. Là, vous n'avez aucun risque. Je ne me rappelle plus s'il y a une marche, mais je crois pas. Attendez, je vais regarder. Non, c'est une marchette en tout cas. Mais alors, il faut que vous balayiez vraiment bien. On va essayer de passer à deux. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de risque. Hein. De toute façon, moi, c'est assez étroit. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'il y a de plus en plus de poteaux partout. Moi, quand j'étais un jeune et que je courais le monde de partout, même notamment en France, il n'y avait pas tous ces poteaux comme il y a maintenant. Pour repérer les gens aussi? Ça peut... Oui. Ça dépend. Tiens, voilà. Là, je viens d'éviter... Ah bah oui, je suis sur des chaises de bar, là. Il y a un bistrot. Donc, je vous ai fait aller un peu plus à droite. Oh non, mais c'est... Ah, il y a des chaises partout, là. Compliqué. Donc là, on va traverser une route. Une petite route. Pas très vite. Pas de souci. Il n'y a pas de voiture, là, j'entends. Et on va essayer de rejoindre les arcades. Alors, attendez. Là, il y a des marches. Oula, il y a un gros poteau devant moi. J'ai senti une présence et puis j'ai touché. Donc on va dévier encore un peu. Voilà, lever le pied, il y a une marche. Et là, on va essayer de suivre sous les arcades jusqu'au coin de la rue. Donc ça, vous avez parcouru le monde comme ça? Ouais, c'est ce que me dit ma mémoire. Ouais, j'ai l'impression de me rappeler de ça, oui. Attentif au son? Attentif au son. Être extrêmement présent dans son corps, avoir le pied qui est il y a toujours un pied qui part à l'aventure, on est d'accord. Donc celui-là, au début, il a peur. On est d'accord parce qu'il est dans le vide. Il ne sait pas où il va en fait. Donc il faut essayer d'être très dans son corps et le pied qui garde le connu. Je vais m'arrêter une seconde pour parler de ça. Quand votre pied avance, il va vers l'inconnu, d'accord? Oui. Et donc restez bien ancré dans celui qui est dans
qui est au sol. Moi, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais à Genève tout seul et je marchais assez vite parce qu'il m'arrive de marcher vite. Et j'avais pas repéré l'escalier, j'ai pas fait gaffe avec ma canne. Et j'ai commencé à descendre un escalier, je me suis arrêté, mais alors sur l'élan, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. C'était au mois de février, il faisait très froid. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que autrement, je tombais dans le lac. En fait, j'étais parti, je me suis arrêté à 2 marches du lac. Mais comment vous savez quand vous partez à gauche, à droite? Parce que là, on m'a expliqué pour aller à ce restaurant, je connais pas très bien, hein, mais on m'a expliqué que c'était à gauche, qu'il y avait une petite rue à traverser, que je passais sous les arcades et que je dois suivre le mur de gauche et qu'à un moment donné, je vais rencontrer voilà, là je me cogne dans un mur. Disons que j'ai une configuration dans la tête pour y aller. Après, ce que les gens réalisent pas, les gens qui voient, est-ce que c'est ça? Je ne suis pas gouré, je pense pas. Écoute, on va aller voir. Hein. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'ils pensent quand ils vous ont expliqué visuellement un endroit que vous avez compris. C'est vrai, mais en théorie c'est vrai, mais en pratique c'est faux. Parce qu'en fait, chaque pas qu'on fait, il y a des choses qui n'ont pas été signalées, qu'on découvre à mesure en fait. Ouais. Ça ne suffit pas de dire c'est droit et tu tournes à la première route à gauche. Il y a tellement de trucs qui ne sont pas pris en compte quand on voit et qu'on rencontre nous. Je pense qu'il y a des jeunes devant nous là, qui causent dans un téléphone, je suppose. Alors, vous êtes souvent cassé la figure Oui, ouais. De temps en temps, ça arrive. Mais c'est parce que je fais un peu n'importe quoi des fois. Un peu le crapaud. Ouais, un peu. Voilà, tiens, là par exemple, je ne serai pas plus loin, j'ai compris. Bon, là je me suis heurté. Oula, mais pourquoi ça descend comme ça? Là, non, vous inquiétez pas, ça descend, ça doit être un trottoir. Allez hop, on y va. On verra tout à l'heure. Vous descendez. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de. Je suis tombé une fois dans un égout, mais c'est bon, il n'y en a pas découvert. À Paris, je suis tombé dans un égout une fois. Ah ouais? Ouais. Alors attendez, là c'est carrément. Là, j'ai aucune foutue idée où est la porte du resto. Je sais qu'on est devant. Ah ouais? Oui, parce que je ressens des trucs et je sens qu'il y a de la vitre. Je ne sais pas comment expliquer, il n'y a pas la même densité à ma gauche que du mur plein. Mais j'ai aucune idée comment on rentre là-dedans. Attendez, je viens de trouver une porte, mais ça ne doit pas être ça. Ça va être drôle. Je vous préviens, vous êtes embarqué dans un drôle de truc. Hein. Attendez. Avec un mauvais guide. Est-ce que c'est le resto, ça? On rentre quelque part, je ne sais pas si c'est le resto. C'est bien, hein? Donc, visiblement, je comprends qu'il y a un... Vous avez vu, là, il y a une sorte de hall. Enfin, comment on appelle ça? Pas un hall. Entre deux portes. On est entre deux portes, là. Donc, je pousse la porte. Et est-ce que c'est là? Voilà. 2 aveugles qui viennent manger, c'est possible? Il n'y a pas de problème. Je suis avec un collègue qui est aussi niro que moi. Bon. Alors, je vais enlever ça. Vous voulez que je vous aide à enlever votre veste, Cyril? Non, ça va, merci. D'accord. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous quand vous êtes parti comme ça sur les routes? Le plus dur, ça a été de... Parce que là, on vient de faire 100 mètres. Ouais. Et j'ose pas imaginer 1000 km. Ce qui est terrible dans la vie, c'est pas la vie qui est terrible, c'est la peur de la vie. Donc c'est la même chose avec la cécité. La cécité est absolument pas terrible. C'est le fait de la refuser qui est terrible. C'est balader avec un sac comme ça, c'est horrible. Donc il y a des moments, ça me renvoyait à Manon. De toute façon, ouais. Les premières années dont je parlais tout à l'heure, là jusqu'à 20-21 ans, ça me renvoyait sans arrêt à mon incapacité de faire mienne la cécité, quoi. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que tant que je ne l'aurais pas bouffé et faire disparaître, que ce soit plus quelque chose que je traîne devant moi ou derrière moi, je ne serais pas bien, quoi. Comment vous sentez, Cyril? Un tout petit peu oppressé. Oui. Et puis j'ai faim. En tout cas, en ce qui concerne l'oppression, c'est le moins qu'on puisse dire normal parce que le sens que vous avez habituel et que vous utilisez certainement à 70% sur le plan informationnel, c'est alors les yeux, voire plus. Personne n'est trop d'accord sur le chiffre, mais enfin c'est très important la vue.
Comme c'est oppressé, là, donc vous êtes beaucoup plus comprimé sur vous-même. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'essayer de sentir, mais bon, je vous demande quelque chose qui prend des années pour le faire, donc de sentir qu'on est dans un espace très large, puis de sentir que l'espace et nous, ben voilà, on n'est pas séparés, et ça détend, en fait. Est-ce qu'on se sent très vulnérable quand on voit rien? Ben, moi, j'ai eu une éducation maternelle qui me disait toujours... j'étais très privé de copains quand j'étais gosse, parce que je voyais très mal, et ma mère me disait toujours « tes copains, ils vont te voler tes jouets », tout ça. Donc, elle a beaucoup associé le handicap à la vulnérabilité. Et ce qui est jubilatoire dans la vie, justement, c'est... Alors, vulnérable, moi, je vais changer le mot tout doucement. Peut-être que c'est une manière de ne pas répondre à votre question, je ne sais pas, ou pas très bien. Mais je vais dire poreux. Être poreux, c'est laisser rentrer ce qui est. Et ça, c'est jubilatoire, quoi. C'est de l'ontologie sexuelle. Je trouve que c'est très agréable. C'est plus que ça, quoi. C'est jubilatoire, là. Ce qui se passe là dans l'instant, qui rentre en nous et qui s'en va, quoi. Est-ce que le monde n'est pas... Oui. Quand on est aveugle, c'est très bon. Quand on est aveugle, est-ce que... Je parlais de l'oppression que je peux ressentir. Est-ce que le monde n'est pas menaçant? Mais tant qu'on est avec cette sensation, ce sac qu'on trimballe, là, où on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est, et où on a peur, ce que je disais tout à l'heure, la peur, on la projette sur tout. Donc le monde est menaçant, d'où énormément d'aveugles qui n'ont jamais mis les pieds en dehors de chez eux. Ouais. Parce que le monde est un espèce de monstre. Si on pousse ça à l'extrême, là on va rentrer presque dans le pathos, la parano. Le monde a même des intentions de nous nuire. Ça peut aller jusque-là. Mais non, le monde c'est le monde, quoi. C'est quoi le monde d'ailleurs? Est-ce qu'il existe le monde finalement? C'est peut-être une question. En tout cas, il y a des choses. Il y a du oui et du non dans la vie. C'est-à-dire un endroit je peux passer, un endroit je peux pas passer. Voilà, ça je sais ça. Vous en sortez bien? Ça va. Non, je crois, ouais. N'hésitez pas genre, une fourchette c'est une chose, mais de vous aider avec la main gauche, avec le doigt, à pousser les choses vers la fourchette. Ouais, elle n'est pas toujours pleine. Ouais, bien sûr. Bah, moi je pique dedans. Parce que si vous essayez d'attraper par en dessous, c'est vrai que ça risque d'aller se promener. Alors que si vous piquez, vous tenez pas. Il y a des frites qui sont chaudes. Ouais. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai parfois crevé la dalle sur la route. J'ai été capable de manger absolument n'importe quoi. Il n'y a rien qui me... Je peux tout manger. C'est vrai? C'est quoi le pire truc que vous avez mangé? Je bouffais dans les poubelles en Iran à un moment donné, à Téhéran. J'étais sur un camping et on n'avait plus un rond, on voulait rentrer en Europe. J'étais malade comme un chien, j'avais la dysenterie à l'époque. J'avais 19 ans, 18 ans. Et on bouffait dans les poubelles du camping, ce que les gens jetaient. Donc voilà. Je me suis hardiment les doigts, les deux doigts. Je vois ça. Ah, vous voyez ça, c'est intéressant. Je commence déjà à utiliser les métaphores. Ah oui, voilà. Il y a quelque temps, là, j'étais à Marseille-Saint-Charles et j'allais sur Toulon. Et au moment où je monte dans le train qui démarrait de Marseille, j'arrivais du Nord, il y a un cheminot qui monte dans le train et qui nous dit le train ne pourra pas partir avant 2 heures parce qu'il y a une personne qui vient de se suicider. Enfin, il ne nous a pas dit ça, il y a eu un accident de personne, c'est comme ça qu'on dit en France. Et tout le monde s'est mis à faire la gueule et à souffler. Et puis ça a commencé les commentaires et ça m'a vraiment foutu les boules, quoi. Je me suis levé. Et j'ai pris la parole, c'était un TER, pas des compartiments, vous voyez, avec tout le monde est ensemble dans le même wagon. Donc j'ai pu parler et je me suis levé et puis j'ai commencé à dire aux gens, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que c'est? Vous êtes tous là en train de vous plaindre parce que vous allez rater votre émission de télé, parce que ceci, parce que cela.
C'est vrai que ça m'a débordé, ça. Et je dis, c'est terrible, quoi. Il y a quelqu'un, vous vous rendez compte dans quel état cette personne était pour se jeter sous un train, quoi. Et peut-être au lieu là de faire tous la gueule dans son coin et d'essayer d'entraîner l'autre dans son mécontentement en faisant des bruits et des borborigmes et des machins, on pourrait peut-être tous se lever. Et moi je descends fumer une cigarette sur le quai, donc si vous voulez venir fumer une cigarette avec moi, on pourrait aller échanger, se rencontrer, discuter. Et puis à un moment donné, je me suis fait déborder par mon truc et j'ai même sorti un truc, je dis de toute façon, hein, si ça se trouve, la personne qui s'est suicidée, vous savez même pas qui c'est peut-être les gens qui vivent avec vous et qu'on aura le bol de vos conneries. Quoi. Et je me suis entendu dire ça, je me suis dit, bah tiens, tu te fais encore rejoindre par ton adolescent, mon vieux. Et je me suis levé, j'ai déplié ma canne à ce moment-là, et tout le monde a vu que j'étais aveugle, les gens ne le savaient pas. Et là, ça a foutu, alors là, je suis descendu fumer ma clope, personne n'est venu me voir, je suis remonté, il y avait encore du silence. Je crois... ça... Bon, on va régler le monsieur, on va à lui ou il vient à nous? Comment ça marche? Hein? Vous avez une idée? On va à lui ou il vient à nous? Je ne sais pas, faites comme d'habitude, je vous laisse un peu d'argent. Attention. Vous reconnaissez pas. Vous êtes où? Vous êtes où? 500 €, ça, vous savez? Non, moi je sais pas, moi. Non, mais sans déconner. Attends, mais pas non, je sais pas. Ah, mais moi je reconnais même pas. Alors, moi, alors je vais vous dire une chose terrible, je me fous complètement du fric. Ok, mais alors, moi aussi. Un point qui est grave. Je vois bien qu'il y a des billets plus petits, vous m'en avez filé un paquet là. Patron? Non, je vous en prie, Christian, prenez votre temps. Parce que je me retrouve avec un billet de... Voici un Claude qui passe, je lui donne, je vous préviens. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Vous êtes un joueur? Ça va, vous êtes dans l'escalier? Répondez à la question. Oui, complètement, j'aime jouer, oui, bien sûr. Alors j'ai trouvé l'escalier, mais je trouve pas le... Ça va dans quel sens? Ah, il va où cet escalier? Vous n'avez pas l'impression que je suis plus haut que vous, par exemple? Si, bah oui, mais à gauche ou à droite? Vous me donnez votre canne, parce que vous ne pouvez pas marcher avec dans l'escalier. Ok, merci. Et vous suivez la rampe de droite. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé? Ah ouais. Ça va? Ouais, c'est parfait. Oh darling, darling, stand by me. Oh stand by me. Oh stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh darling, darling, stand by me. Oh stand by me. Oh stand by me. Crapaud fou, proposé par Cyril Desprats, réalisation Didier Rossa, assistante de production Chloé Gagliardini, programmation musicale Nathalie Schauenberg, site internet Dany Sulam et Andréane Cartier-Latente.
Demain, rendez-vous avec Lina Benheni, blogueuse et crapaud fou. Vous écoutez la première, il est 623h04.